2. C'est parti. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter Lucas Drapé. Alors, désolé pour le retard. On a eu quelques soucis techniques. On devait effectivement faire ce webinaire à 3 avec Maître Clio Lamotte, mais aux dernières nouvelles, on a eu des problèmes techniques de son côté. Et, voilà, a priori, peut-être qu'il nous rejoindra en cours de webinaire. Mais là, tout de suite, malheureusement, elle ne peut pas être avec nous. Voilà, veuillez nous en excuser. Ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est une thématique chère à notre métier de conseiller en gestion de patrimoine. Alors, pour celles et ceux qui nous suivent depuis quelques temps maintenant sur cette chaîne, sur notre chaîne, la chaîne Bonjour Patrimoine, on aborde parfois effectivement des webinaires avec des intervenants, soit des partenaires fournisseurs de solutions financières, soit effectivement des partenaires avec lesquels on travaille dans notre quotidien. Et aujourd'hui, on avait vraiment voulu adresser une thématique particulière qui est le pacte du Trey et plus globalement la thématique de la transmission du patrimoine familial. Donc c'est pour ça qu'on avait prévu de réaliser ce webinaire avec Lucas Drapé, avocat en droit des affaires, et Clio Lamotte. Voilà. Alors avant de leur laisser, ou en tout cas de laisser la parole à Lucas, qui essaiera de prendre un petit peu la partie de droit de la famille au pied levé, pour le coup. Une petite rapide introduction sur qui nous sommes et qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc rapidement, ça va être le plan, ça va être celui-là, enfin, une brève introduction sur la complémentarité et l'interprofessionnalité de nos métiers. On va regarder un petit peu dans le détail le régime du pacte du Trey avant de voir comment il peut être mis en application avec des notions de type de société holding. Voilà, donc c'est un webinaire qui est assez technique aujourd'hui, mais qui saura faire écho, je l'espère, auprès de vous. Alors rapidement, pour vous dire qui on est, nous, Bonjour Patrimoine, et je me présente, Philippe Mousseau, je suis managing partner de Bonjour Patrimoine, gestion de patrimoine.com. Gestion de patrimoine.com, c'est notre chaîne, c'est notre site internet, c'est une vitrine pédagogique, c'est une chaîne YouTube, c'est une chaîne de podcast, etc., etc. On a vocation à délivrer du contenu pédagogique sous différentes formes, des articles, des vidéos, des podcasts, des webinaires, comme c'est le cas aujourd'hui, pour effectivement vous permettre d'accéder à des connaissances et en tout cas à comprendre l'intérêt de travailler avec des professionnels du droit, du chiffre et notamment un généraliste du patrimoine que sont les CGP. Pour vous poser la question, si vous posez la question rapidement qui nous sommes, on va se distinguer effectivement par notre objectivité par rapport aux établissements financiers. Nous, on est rattaché à personne, on n'a aucun lien capitalistique, on est spécialisé en gestion de patrimoine, donc avec une vision globale de votre situation. Et notre métier, c'est un petit peu un métier de généraliste, puisque en réalité, on est un petit peu comme le médecin généraliste. C'est pour ça qu'on s'entoure d'autres professionnels du chiffre et du droit sur des problématiques très particulières comme notamment la transmission d'entreprise. Voilà. Donc on a, si vous l'aurez compris, une approche qui se veut extrêmement transversale, c'est-à-dire à la fois juridique, économique, fiscale et financière de toute problématique tout le temps. Voilà. Alors j'avais envie de démarrer le webinaire par une question rapidement, pour voir si vous suivez, vous qui êtes en ligne. C'est en gros, selon vous, comment on peut anticiper la transmission de son patrimoine? Voilà. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà des petites idées pour se mettre dans l'ambiance? Bon,
On va donner notre langue au chat. Je vois que le chat n'est pas forcément très réactif sur le sujet. Donc, on va vous donner des éléments de réponse. Déjà, la base, ça va être quoi? Ça va être l'assurance vie. Oui, effectivement. Alors, c'est un sujet parmi d'autres, mais il n'y a pas que l'assurance vie, notamment. La base, pour répondre à la question de comment anticiper la transmission de son patrimoine, ça va être de définir vos objectifs patrimoniaux. Pourquoi faire, en fait, la transmission, c'est bien, mais dans quel objectif? Voilà. Ensuite, par rapport à ça, on va effectivement adapter une stratégie d'investissement, une stratégie de mise en place, une stratégie juridique, une stratégie fiscale, une stratégie d'investissement à ces objectifs. La base de la base, le T0, ça va être la réalisation d'un bilan patrimonial surtout et de pouvoir tenir la stratégie dans le temps. Et puis aussi, pour faire le lien sur, voilà, sur nos invités, nos guests d'aujourd'hui, j'aurais dit c'est surtout être bien accompagné. Et être bien accompagné en matière de gestion de patrimoine, c'est aussi travailler avec des interlocuteurs qui sont susceptibles d'avoir une vision globale et de travailler en interprofessionnalité et en totale complémentarité. Voilà. Alors, effectivement, de par notre métier, on est habitué à travailler avec des banques, des assureurs, des agents immobiliers, des sociétés de gestion, mais aussi avec des avocats, toute profession, hein, que ce soit des avocats en droit de la famille, des avocats civils plutôt, des avocats fiscalistes ou des avocats en droit des enfers. Des enfers, c'est un lapsus, ça. Avocat en droit des enfers, c'est pas mal. Non, avocat en droit des affaires, vous l'aurez compris, expert comptable et notaire. Alors malheureusement, voilà, Clio Lamotte, aujourd'hui, qui devait être présente, ne pourra pas l'être, mais on a le plaisir d'être avec Lucas Drapé, donc, qui est effectivement avocat fiscaliste et en droit des enfers, en droit des affaires, donc voilà, qui va effectivement nous accompagner sur cette thématique. Lucas, du coup, je reviendrai rapidement sur Clio tout à l'heure, mais c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci Philippe pour cette présentation. Alors oui, Lucas Drapé, du coup, fondateur d'un cabinet, non pas en droit des enfers, mais en droit des affaires exclusivement et également en fiscalité. Donc du coup, on a pour habitude d'accompagner le chef d'entreprise parce que la majorité de nos clients, on va dire à 95%, sont des chefs d'entreprise sur toutes les problématiques du coup de structuration, restructuration, transmission, cession et optimisation fiscale. Donc, on est un cabinet on va dire dynamique où on est 5 avocats qui traitent ce genre de sujet et exclusivement ce genre de sujet, ce qui nous permet d'être spécialisés dans notre domaine. Donc voilà, aujourd'hui le pacte du treuil, c'est, on va dire, une des façons d'aborder une partie de notre activité, notamment en matière de conseil et en matière de rédaction d'actes à l'appui du notaire. Voilà tout ce que je peux dire sur cette présentation succès. Top. En tout cas, merci Lucas, on est ravis de co-animer ce webinaire sur cette thématique chère aux chefs d'entreprise, qui est la transmission de l'outil. Et ce que je propose, c'est qu'on rentre maintenant directement dans le vif du sujet par le régime du pacte du Treuil. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la définition de ce régime particulier? Alors, au-delà de rentrer sur le régime vraiment en soi et les conditions, il faut réfléchir plutôt à l'esprit un peu de la loi. Qu'est-ce qu'a voulu faire, on va dire, le pouvoir législatif? Qu'est-ce qu'a voulu faire les gouvernements successifs en instaurant le pacte du Treuil? Le pacte du Treuil a été mis en place pour favoriser la transmission d'entreprises familiales et surtout pour qu'elles soient à moindre coût. Donc, c'est un article du Code général des impôts qui existe maintenant depuis de nombreuses années, qui permet de transmettre le patrimoine professionnel, du coup, que ce soit à ses enfants ou pas d'ailleurs, hein, mais par contre, c'est favorisé pour les enfants, avec une exonération à hauteur de 75%. 75% de la valorisation de l'entreprise. Alors, l'entreprise, ça peut être une société, mais ça peut être aussi une entreprise individuelle. Dans le cadre de ce webinaire, on va plutôt se focaliser sur les sociétés parce que c'est quand même beaucoup plus courant, mais il faut savoir qu'il est tout à fait possible de mettre en place un pacte du treuil sur un fonds de commerce, sur une entreprise individuelle. Donc, ça permet du coup d'avoir un énorme avantage fiscal sur la transmission du coup de ce patrimoine
qu'on peut cumuler également avec une réduction complémentaire de 50% des droits de mutation si le donateur a moins de 70 ans au jour de la donation. Donc du coup, ce pacte Dutreil s'applique aux transmissions, on va dire, à titre gratuit, mais il peut aussi se cumuler avec d'autres avantages fiscaux tels que le démembrement de propriété, scinder, on va dire, la propriété entre le propriétaire et l'usufruitier. Je viens de le dire, il peut s'appliquer aux membres de la famille ou à un tiers. Alors, par exemple, vous verrez un petit schéma juste pour vous rendre compte on va dire, de l'intérêt d'un tel pacte. Sur l'exemple ci-joint, vous voyez une société d'une valeur de 500 000 euros, grosso modo, on parlera de la valeur un petit peu plus tard. Si on applique, d'ores et déjà l'abattement de 100 000 euros, on va dire classique entre enfants et parents, plus la valeur plus le pacte Dutreil, pardon, on voit bien l'intérêt qui n'est pas du tout négligeable sur les droits de donation à payer in fine. Sur la colonne de Là, on gauche. fait quand même, dans l'exemple, là, à peu près 75 000 euros d'économie fiscale sur une valeur de société de 500 000. Donc, on imagine l'effet démultiplicateur. Exactement, exactement. Il faut. Alors, bien évidemment, c'est un régime exonératoire, donc il y a beaucoup de conditions à respecter, et on va en parler, mais il faut pas oublier ce régime-là. Il faut même, c'est presque un crime de ne pas le mettre en place si on remplit les conditions. On le voit bien. Un crime, carrément. Alors moi, ça me fait poser une question. Est-ce que tout le monde peut être éligible en fait? Est-ce que tout est éligible au pacte Dutreil? Parce que là, on a pris l'exemple d'une boîte qui vaut 500 000. Est-ce que voilà, tout le monde pourrait se dire, dès lors que j'ai une boîte qui vaut un certain montant, il faut absolument que j'en fasse? Est-ce que c'est éligible en fait pour tous? Alors, non, pas du tout. Il y a des conditions à respecter et des conditions strictes qui sont soumises à, on va dire, à certaines appréciations, mais la jurisprudence est là pour apprécier toutes les conditions. Dans un premier temps, il faut réfléchir aux activités éligibles. Donc, les activités éligibles, c'est de manière un petit peu classique, tout ce qui est commercial, industriel, agricole, artisanal ou libéral. En fait, ce qu'on veut éviter, c'est de transmettre, on va dire, le patrimoine qui ne favorise pas la croissance, en fait, qui favorise uniquement la gestion de portefeuille, par exemple. Donc, du coup, il faut qu'il y ait une réelle activité, grosso modo commerciale, et que cette activité le soit. Alors, c'est pas obligatoirement exclusif, mais il faut que ce soit prépondérant. Alors, la notion de prépondérance, c'est la jurisprudence qui l'a définie. Il faut deux critères cumulatifs, que plus de 50% du chiffre d'affaires total soit commercial, industriel, agricole, artisanal ou libéral, et que 50% de l'actif brut qu'il y a, on va dire, dans le bilan de la société au jour de la donation soit également à titre commercial, industriel, agricole, artisanal ou libéral. Par exemple, il faut éviter d'avoir des locaux d'exploitation qui sont plus, on va dire, un bien patrimonial dans l'actif du bilan. Okay. Alors, l'activité éligible doit être également permanente et réelle pendant toute la durée du régime. On va parler juste après de la durée. Il y a des notions d'engagement collectif individuel qui prennent un certain nombre d'années. Mais voilà, il faut que une activité qui est commerciale ne peut plus, on va dire, en cours de pacte Dutreil, devenir une activité, par exemple, de gestion de portefeuille. Ok, très, très, très clair. Alors, pardon. Vas-y, je t'en prie. Je rajoute un petit point. Il y a des activités qui sont particulièrement exclues du dispositif Dutreil parce qu'elles sont civiles par nature. C'est les activités de location. Les activités de location nues ou équipées sont particulièrement exclues, mais également les activités de location meublée à usage habitation. Voilà. Il y a eu des petits mouvements là-dessus récemment parce que il y a eu pas mal ça nous a animé une bonne partie de l'année 2023, il me semble. Exactement. Il y a eu pas mal de jurisprudence. La Chambre commerciale, notamment, a eu à se prononcer sur la possibilité de bénéficier. On parle des locations meublées. Je reviens un petit peu en arrière. Fiscalement, la location meublée est considérée comme une activité commerciale. C'est comme ça qu'on le déclare d'ailleurs à l'impôt sur le revenu. On peut avoir une activité de meublé, c'est considéré comme un bénéfice industriel et commercial, un BIC, alors qu'en réalité, il n'en demeure pas moins que c'est une activité civile, c'est de la location. Alors, il y a eu tout un quiproquo, il y a jurisprudentiel à ce sujet, c'est-à-dire que d'un côté, on considère que c'est civil et d'un autre, au niveau fiscal, on considère que c'est commercial, alors que si c'est commercial, c'est éligible au pacte Dutreil, par définition. Donc, la
Cour de cassation a pu considérer que cette activité était éligible. Bon, la loi de finances est venue contrecarrer cette jurisprudence. Elle a tout simplement indiqué lors de la loi de finances pour 2024 que la location meublée est tout simplement pas éligible au régime du pacte du trait. Ok, ils ont sonné le glas une bonne fois pour toutes. C'est ça, il ça. n'y a plus de doute, c'est terminé. Ok. Exactement. C'est vrai que c'était un peu trop beau quand même. C'était un petit peu trop beau pour être vrai. Il suffisait de meubler un bien pour être éligible au pacte du trait. C'est un peu étonnant. Ah ouais. Puis déjà que c'est un régime qui est en lui-même assez intéressant, donc si en plus de ne pas payer de fiscalité sur les revenus, de pas de prélèvements sociaux, et en plus de ça, il n'y a pas de droit de succession, ça fait un peu le beurre, l'argent du beurre, et plus si affinité, quoi. Exactement, ça fait un petit peu trop. Okay. Merci Lucas pour ces précisions du coup sur les activités éligibles ou non éligibles. Si on rentre un petit peu dans le vif du sujet maintenant, comment on peut imaginer le mettre en œuvre, parce que tu nous disais tout à l'heure que c'était voilà, que c'était quand même un process et avec pas mal de conditions à respecter. Donc voilà, je pense qu'on peut rentrer maintenant un petit peu dans le vif du sujet. C'est quoi justement ces conditions? Alors, du coup, les conditions de mise en œuvre. Le pacte du travail est soumis à un double engagement. On va parler du premier. Le premier engagement, c'est un engagement qui est considéré comme collectif. C'est-à-dire que le propriétaire des parts, du coup des titres, des actions, peu importe, le propriétaire doit prendre un engagement de conservation des titres pendant une durée de 2 ans. Cet engagement, il faut que ce soit pris dans un acte, alors, qui peut être sous forme authentique via notaire, et dans ce cas-là, c'est automatiquement enregistré aux impôts, ou acte sous seing privé à faire enregistrer aux impôts. La date d'enregistrement, d'ailleurs, fait courir le délai de 2 ans. Ce n'est pas la date de signature. Il faut y faire attention là-dessus sur les durées à prendre en considération. Cet engagement collectif, du coup, de 2 ans, il peut être pris de façon unilatérale. C'est-à-dire que, alors c'est un peu étonnant parce que par définition, on parle d'engagement collectif, mais depuis peu, on considère qu'une seule et même personne peut prendre cet engagement. Okay. Et c'est valable. Tout comme une société à associé unique, du coup, l'associé d'une société à associé unique, du coup, qui est seul associé par définition, peut prendre cet engagement collectif, mais du coup unilatéral. Alors, c'est possible ça depuis 2019, parce qu'ils ont assoupli le régime du pacte du travail. Donc, cet engagement collectif, ça permet tout simplement de préserver la pérennité de l'entreprise, de son exploitation, avec l'ancien dirigeant, celui qui est voué à donner ses titres, tout simplement. Ce pacte est rédigé, il est enregistré, et pendant cet engagement collectif doit avoir lieu la transmission, la donation. Alors du coup, c'est exactement ça, on est sur cette slide. Et même celle d'après. Donc du coup, doit avoir lieu cette donation. Donation, du coup, plus généralement, on va dire aux enfants, c'est ce qui est en tout cas le plus classique. Il faut arriver ensuite au terme de cet engagement collectif pour passer à l'engagement individuel de conservation. L'engagement individuel de conservation qui dure par ailleurs 4 ans. Mais restons sur l'engagement collectif quelques minutes. Cet engagement collectif doit porter sur au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote pour les sociétés non cotées. Alors pour les sociétés cotées, c'est 10% de droits financiers et 20% de droits de vote. Attention, les droits financiers, du coup, c'est la vocation au bénéfice. Les droits de vote, c'est vraiment la capacité à voter. On rejoint là aussi le régime du démembrement de propriété. Souvent, l'usufruitier a droit au bénéfice, on va en parler, alors que le propriétaire peut voter pour l'affectation des bénéfices, alors que le nu propriétaire peut voter pour des décisions un petit peu plus extraordinaires. Donc, du coup, ce pacte doit être pris au moins sur ces pourcentages de titres, sinon il n'est pas valable. Okay. Et enfin, l'une des personnes qui a signé cet engagement collectif doit exercer une fonction de direction pour les sociétés soumises à l'IS dans la société. C'est-à-dire que soit il est gérant ou co-gérant, soit il est président ou directeur général d'une société par action. Et comme je l'ai préalablement indiqué, la donation doit être réalisée pendant ce délai de conservation de 2 ans. Ok.
Si, je pense qu'un schéma, ça aiderait quand même parce que Oui, ça aiderait un peu nos auditeurs parce que c'est vrai que c'est un peu complexe. On voit les conditions qui se rajoutent, etc., etc. Et une timeline, c'est toujours bien pour essayer de voir un petit peu où on se situe, où on se situe. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Tu disais, hein, vraiment, il faut que la donation elle soit réalisée pendant ce délai de 2 ans. On est d'accord. Donc par rapport au schéma, là, c'est tout à fait. Pour commenter ce schéma, on voit bien, c'est-à-dire que, on va dire à gauche de la frise, c'est le moment où il y a l'enregistrement du pacte. Attention, pas la signature, mais l'enregistrement. Court ensuite un délai de 2 ans. Pendant ce délai de 2 ans, il faut transmettre. Du coup, c'est ce qui est indiqué en rouge. Il faut transmettre mhm, l'enfant, mais il c'est faut ça. également exercer une fonction de direction. C'est une condition sine qua non. À la fin du délai de 2 ans, qui n'est pas obligatoirement calé sur la date de la transmission, euh, les donataires, du coup, vont prendre un engagement individuel de conservation. Chaque personne qui a reçu doit s'engager à conserver les titres pendant une durée de 4 ans. Et pendant cet engagement individuel de conservation, il faut également que le donataire ou le donateur exerce une fonction de direction. Ils peuvent également l'exercer en commun, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça pendant un délai de 3 ans à compter, du coup, pour le coup, de la transmission, pas de la fin de l'engagement collectif. Ce schéma est très explicite, hein. Alors, un peu dur à appréhender au Ouais. départ, il est très explicite. Et une fois qu'on est arrivé à la fin, du coup, à 6 ans après la fin de l'engagement individuel de conservation, il faut tout simplement informer l'administration fiscale que les engagements ont été respectés et que la réduction du coup de 75% est définitivement acquise. Moi, j'ai une question comme ça qui me venait en t'écoutant présenter le schéma. Qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a plus cette notion de fonction de direction, si on perd la notion de direction, ça fait sauter tout le. Alors que ce soit volontaire ou involontaire, hein, euh, ça fait sauter tout le bénéfice de l'exonération. Oui, alors il faut faire très attention, hein. La fonction de direction, il faut qu'elle soit d'ailleurs exercée à titre prépondérant, hein, pour le coup. Mais la fonction de D'accord. direction, il faut obligatoirement la maintenir ou alors la remplacer. Sinon, l'administration fiscale pourrait tout simplement opérer un contrôle du coup, Mhm. sur la donation et remettre en cause le bénéfice de l'exonération à 75%. Par exemple, on a fait la transmission, on a été exonéré à 75% de la valeur des titres. Bon, le fils ou la fille qui bénéficie de la donation, bon, est nommé co-gérant, par exemple, de la société transmise. Très bien. Puis en fait, on se rend compte qu'elle n'exerce aucune activité, alors aucune activité dans la société transmise, mais qu'elle a un poste de salarié par ailleurs, et que ce n'est que pour respecter, on va dire, l'article 787B qu'elle a été nommée co-gérant. Bon, mais ça, s'il y a un contrôle, c'est pas bon du tout. Il y a vraiment l'administration fiscale pour remettre en cause l'intégralité du schéma. Ok. Ok, ok. Très clair. Euh, et en cas de décès Alors, aussi. en cas de décès, c'est-à-dire en cas de décès du donateur. Ouais, exactement. En cas de décès du donateur, alors pour le coup, on peut réfléchir à l'engagement du coup au pacte du treuil post-mortem. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Si, alors ça c'est le réputé acquis et le post-mortem. Je vais commencer du coup pour le post-mortem pour répondre à ta question, Philippe. C'est-à-dire si le chef d'entreprise décède tragiquement, il est tout à fait possible de prendre un engagement dans les 6 mois qui suivent le décès par ses héritiers. Et du coup, cet engagement qui est collectif doit être pris pendant 2 ans en lieu et place du défunt. S'ensuit ensuite en fait un nouvel engagement de 4 ans à titre individuel. En gros, on considère que le défunt survit quelque peu pendant 2 ans pour pouvoir respecter les conditions du pacte du treuil. Mais Ok. il est tout à fait aussi possible de mettre en place, de considérer que le pacte du treuil est réputé acquis. Alors ça, c'est pas en cas de décès, c'est tout simplement le fait qu'on considère que les conditions d'engagement collectif ont été respectées par le donateur. En gros, il a été propriétaire pendant 2 ans sans que cela ait bougé de 17% de droits financiers et 34% des droits de vote, qu'il exerce une activité commerciale, qu'il a été dirigeant. Si ces conditions sont remplies,
bon, on peut faire la transmission et du coup, on considère qu'on passe directement en engagement individuel pendant 4 ans. La seule différence avec le pacte du travail classique et l'engagement collectif, c'est que le donateur ne peut plus exercer une activité de direction dans la société après la transmission. Ok. Ok. Bon, merci pour ces éléments un petit peu de précision sur ce régime. On avait fait un peu un schéma équivalent d'ailleurs pour l'engagement réputé acquis. Donc, ok, c'est noté. Des éléments particuliers. Tout à l'heure, tu nous as parlé effectivement de l'avantage de coupler aussi le démembrement de propriété. Est-ce que tu veux ajouter quelques petits éléments sur la portée de l'exonération Oui, effectivement, la portée de l'exonération. Alors, d'abord sur la valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment valoriser une entreprise, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, il y a beaucoup de redressements fiscaux en ce moment sur les méthodes de valorisation. Souvent, bon, il faut bien évidemment prendre en compte l'offre et la demande, mais il y a la valorisation comptable, mais aussi les valorisations prospectives, c'est-à-dire en fonction des perspectives d'avenir, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le pacte du treuil permet d'avoir une exonération de 75% sur la valeur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 25% qui reste imposable. Donc, si on sous-valorise, bien évidemment, ce 25% s'applique, le fisc serait lésé. Donc, attention à la valorisation, il faut bien se faire accompagner par son expert comptable. Et la valorisation, du coup, ne prend pas en compte les comptes courants d'associés et également les locaux d'exploitation, dans le cadre du pacte du treuil, qui seraient susceptibles d'être à l'actif de la société transmise. Mais au-delà de ça, sur la portée de l'exonération, un petit focus sur la transmission en nue propriété. C'est un peu une opération reine en fiscalité et en transmission d'entreprise familiale, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement transmettre la société, exonérer à hauteur de 75%, mais en plus démembrer la propriété. La propriété, c'est 3 droits, c'est l'usus, l'abusus et le fructus. Et l'usufruitier a, du coup, l'usus et le fructus. Il a la possibilité de jouir des fruits de la société, c'est-à-dire les bénéfices, et uniquement les bénéfices. Il n'a pas la réelle qualité d'associé. Alors, du coup, qu'est-ce que cette donation qu'est-ce que permet cette donation en démembré? Ça permet tout simplement le donataire de bénéficier de la réelle propriété en tant qu'associé des titres de la société, mais en amoindrissant la valeur transmise, parce que l'article 669 du Code général des impôts permet de caler la valorisation de l'entreprise en fonction de l'âge de l'usufruitier et donc du donateur. Donc, du coup, il y a 2 avantages cumulatifs. Juste avant, plutôt que de rentrer le détail, point de vigilance, si on fait une transmission d'entreprise de manière démembrée, il faut faire particulièrement attention à la rédaction des statuts. C'est légal, c'est jurisprudentiel et c'est doctrinal. Tout le monde est unanime là-dessus. Il faut que l'usufruitier n'ait le droit de vote que sur l'affectation des bénéfices. Oui. Voilà, là pour le coup, il y a beaucoup de jurisprudence et beaucoup de redressement également. Il faut faire très attention. Si l'usufruitier a un autre pouvoir en qualité d'associé, et notamment celui de voter, par exemple, une décision ordinaire autre que les bénéfices ou une décision extraordinaire modifiant les statuts, cela peut remettre en cause le pacte. Il y a une raison à ça, hein, c'est l'esprit de la loi. C'est-à-dire que en se dessaisissant d'une partie de la propriété, il faut vraiment transmettre l'entreprise. Si l'usufruitier, en réalité, conserve le pouvoir d'avoir des décisions, il n'a pas réellement transmis. Et du coup, ça ne respecte pas l'esprit de la loi, tout simplement. Donc, point de vigilance sur la rédaction des statuts. Ok, très clair. Très clair. On a en cas il y a des obligations déclaratives particulières en matière de transmission démembrée ou c'est à peu près similaire à ce qu'on a pu voir? Alors, les obligations déclaratives dans le cadre du pacte du treuil ont été très largement allégées ces dernières années. Avant, il fallait transmettre tous les ans à l'administration fiscale un engagement en cours d'engagement collectif ou individuel, comme quoi on respectait bien les conditions, et notamment les pourcentages de détention des titres. Aujourd'hui, non, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on enregistre le pacte du treuil. Bon, là, du coup, il y a une obligation déclarative d'enregistrement, tout simplement.
Ensuite, il y a la transmission. La transmission se fait la plupart du temps par acte authentique. Et c'est dans l'acte authentique, la plupart du temps également, que sont pris les engagements individuels de conservation. Au-delà de ça, il n'y a pas de formalité particulière, si ce n'est à la fin, où il faut indiquer à l'administration fiscale dans les 3 mois de la fin de l'engagement individuel, l'ensemble des conditions ont été respectées. Alors, le fisc se permet parfois d'envoyer une demande d'information, et bien évidemment, il faut répondre et justifier que l'on respecte les conditions. C'est assez léger en termes d'obligation déclarative. D'accord. Okay. C'est là où, bon, malheureusement, ça ne va pas passer comme ça aujourd'hui, mais Clio aurait pu nous apporter effectivement son regard aussi. On espère, on ne désespère pas, hein, on échange en parallèle pour voir si on réussit à résoudre nos problèmes techniques, mais bon, force est de constater qu'on est un peu coincé pour l'instant. Écoute, merci Lucas de nous avoir rappelé un petit peu le contexte global de ce régime-là. Après, c'est vrai que quand on a des clients, chefs d'entreprise, qu'on commence à aborder cette thématique-là, souvent il y a d'autres thématiques qui viennent un petit peu, je dirais, compléter des stratégies patrimoniales. Et notamment, on avait voulu apporter un éclaircissement dans ce webinaire sur le focus qu'on peut faire aussi sur l'application en fait, d'impact du trade et des sociétés holding qui peuvent s'intégrer parfaitement dans le cadre d'une stratégie patrimoniale d'un chef d'entreprise, clairement. Donc, ça rajoute d'autres vertus, on va dire, au montage. Je propose qu'on rentre dans la deuxième partie de ce webinaire sur ce sujet-là, c'est comment on peut aujourd'hui appliquer Impact du Trade, enfin en tout cas les avantages d'Impact du Trade et son fonctionnement avec une société holding et justement une donation aussi de titres. C'est des schémas qu'on voit quand même assez régulièrement et que du coup tu pratiques régulièrement aussi, je suppose. Oui, tout à fait. On le voit de manière, on va dire, directe ou de manière même interposée. C'est tout à fait possible dans la mesure où les engagements peuvent être pris sur la société filiale et puis au final, une société holding vient s'interposer et du coup, il faut prendre d'autres engagements, notamment par les réels détenteurs. Tout à fait. Mais je propose qu'on commence d'abord sur la définition de la holding et sur les conditions à respecter, et notamment sur le caractère animateur. Ok, très clair. Alors, du coup, une holding, par définition, qu'est-ce que c'est? Une holding, c'est une société qui a pour objet... Vous entendez plus, vous? Non, mais c'est pas grave, le plus important, c'est... Ah, attendez, ça y est, pardon, bonjour. Oh là là. Bonjour Clio. Désolé, après un vif passage à la Fnac, me voilà. J'ai l'impression d'avoir fait Koh-Lanta ce matin. Mais bon. Excusez-moi, Lika, je te laisse continuer, pardon. Il n'y a pas de souci, Clio. Je poursuis sur le côté pacte du treuil et la société holding. Donc, du coup, je disais, la holding a pour objet de détenir des titres, ce qui fait de elle une holding, du coup, passive, si elle ne fait que détenir des titres. Le Conseil d'État a eu l'occasion de définir ce qu'est une société holding animatrice. Elle l'a fait en 2018. On n'avait pas de réelle définition avant. Donc, la société holding animatrice, outre le fait d'avoir un portefeuille de participation, elle participe à la conduite de son groupe et elle rend des prestations de services à ses filiales, à titre purement interne. Alors, ces prestations de services, ça peut être des services administratifs, juridiques, comptables, financiers, immobiliers, demandes associées. Donc, ça peut être de tout type. Le tout, en fait, c'est qu'elle ait une réelle activité commerciale. Okay. L'animatrice, voilà, elle peut exercer une activité opérationnelle, alors, elle doit exercer plutôt une activité opérationnelle éligible, mais surtout à titre prépondérant, parce qu'une holding peut être animatrice ou passive, mais elle peut aussi être mixte, c'est-à-dire rendre des services à ses filiales, mais également avoir un portefeuille de titres qui est dormant. Pour être éligible au pacte du treuil, il faut que l'activité animatrice soit prépondérante, et ceci est caractérisé par un faisceau d'indices. Et ce caractère prépondérant doit être respecté pendant la totalité des engagements collectifs et individuels. C'est-à-dire que si elle est animatrice pendant les 3 premières années et que le caractère animateur est complètement perdu, peut-être parce qu'elle a cédé une filiale, c'est pas impossible, mais elle n'est plus éligible au pacte du treuil, ce qui peut être
très problématique si la transmission a eu lieu, bien évidemment, en cours d'engagement collectif. Et juste comme ça, sur la notion de faisceau d'indices, c'est quoi par exemple? Alors, le faisceau d'indices, ça peut être plusieurs éléments, mais ça peut être considéré, établi notamment par rapport à la valeur à l'actif du bilan. C'est-à-dire que si à l'actif du bilan, il y a des sociétés qui sont commerciales et d'autres qui ne le sont pas, on regardera quelle proportion d'actifs a une valeur commerciale et quelle proportion ne l'a pas. Ok. Critère principal. Ça peut être également les autres actifs que les titres de société. Ça peut être également aussi par rapport au personnel affecté. Ok. Très clair. Du coup, si on schématise un petit peu, en fait, en matière de caractère animateur, ça met de côté en fait l'applicabilité du pacte Dutreil, c'est ça? Oui, effectivement, le côté animateur rend le pacte Dutreil possible directement sur la société animatrice. C'est-à-dire qu'on peut donner les titres de la holding avec l'engagement Dutreil. Par contre, et sur l'intégralité de la valeur, si on est dans le cadre d'une société holding animatrice mixte, tel que c'est indiqué sur le schéma, bon, là par contre, on ne peut pas appliquer le pacte Dutreil sur l'intégralité de la valeur, on prendra le pourcentage éligible, tout simplement. Donc, on ne sera pas à hauteur de 75% de la valeur totale de l'entreprise. Okay. C'est-à-dire que si par exemple j'ai une holding plutôt passive à hauteur de 60%, il n'y a que mes 60% qui sont éligibles au pacte Dutreil. Exactement, il y a des calculs savants qui permettront de le déterminer. Donc 75% de 60%, on se passe les calculs de mon matin de tête en pourcentage, mais ok, ça fait quand même déjà pas mal. Ok, très clair. Alors, est-ce que Clio est avec nous? Oui, je suis là maintenant. Ah, cool. Voilà, déjà, merci d'avoir couru à la FNAC pour t'être connecté. Est-ce que tu... Alors, oui, effectivement, on prend un peu le sujet en cours de route, mais c'est pas grave. Est-ce que tu veux ajouter un petit truc particulier par rapport à ce qui était dit? Parce que là, on a été, du coup, on a démarré, on a avancé un petit peu sur l'applicabilité du pacte Dutreil aux donations de titres de société holding, mais... je dirais tes spécificités, toi en tant que notaire dans ces schémas-là. Quel est ton regard? Alors moi j'étais pas là au départ, mais je sais pas si Lucas a envisagé à parler des donations, effectivement, des donations partage entre autres, ou je sais pas si ça a été fait ça en fait. Non, ça, on attendait que tu arrives. Ah, merci beaucoup. Du coup, vous voulez que j'en parle maintenant un petit peu? Oui, ça peut être bien. Les avantages liés aux donations partage et au démembrement, vous l'avez fait aussi peut-être? Je ne sais pas, excusez-moi. Démembrement, on a évoqué le sujet effectivement sur la notion de démembrement. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans le webinaire, mais c'est vrai que l'aspect donation partage est quand même important, donc ça peut être bien. Par rapport à la donation partage, effectivement, un des avantages, ce serait notamment de permettre aux enfants qui ne seraient pas repreneurs de bénéficier également de l'exonération dans le cadre du pacte Dutreil. On pourrait imaginer donc qu'on aurait une donation partage faite à un enfant qui reprend les titres de la société, qu'il souhaite continuer à reprendre, à charge pour lui d'indemniser ses frères et sœurs d'une somme d'argent. Voilà, pour préserver quand même cette égalité. On parlera ici de soult. Et dans ce cas, ce qu'il va recevoir sera, au niveau de l'imposition, également traité comme le sera les titres de société dans le cas du pacte Dutreil, c'est-à-dire qu'il ne sera imposé que sur 25% également. Donc ça, c'est un des très gros avantages quand même, parce que ça peut permettre quand même une continuité de l'entreprise avec un des enfants, pas forcément tous, parce qu'ils n'ont pas tous vocation à vouloir reprendre évidemment, mais sans rompre d'égalité quand même, voilà, entre tous, puisque tout le monde recevra. Ok, très clair. Est-ce qu'on se ferait un petit schéma, une petite explication de schéma, puis d'exemple concret, justement peut-être d'une donation partage, des moments de propriété, holding animatrice, ce que ça pourrait générer pour donner un exemple concret à nos auditeurs aujourd'hui.
Oui, je te laisse faire du coup, Lucas, peut-être. Oui, je pense que Philippe peut parler d'un schéma qui vient un petit peu après. Alors, ce schéma, du coup, que vous voyez, c'est dans le cadre d'une donation des titres de la société, d'une société holding animatrice, donc qui rend des prestations de services à des sociétés opérationnelles, et du coup, on le voit bien en termes de valorisation en bas. Bon, mais ça, très clairement, on pourrait directement donner les titres de la société holding animatrice à proportion, du coup, de l'activité opérationnelle que vous voyez en bas. Les autres actifs qui sont à hauteur de 5 millions d'euros que vous voyez en bas ne seraient pas compris dans le cadre de l'opération Pacte du Treuil. Ok. Ok. Très clair par rapport à ce schéma. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur le chat? Ça peut être effectivement. Alors, qu'est-ce que j'ai comme remarque? La valorisation est souvent très compliquée à appréhender. Oui, effectivement, ça, on avait pu le voir tout à l'heure. Il faut se faire accompagner. Ça, c'est vrai que c'est, comme dit Lucas, c'est extrêmement important. Et oui, effectivement, ça peut Oui, avoir peu du sens là-dessus. là-dessus. Petit sujet un petit peu d'actualité, les inspecteurs, pas forcément dans le cadre du pacte du travail d'ailleurs, ça peut être dans le cadre de simples donations ou de simples cessions d'entreprise aussi, en matière de droit d'enregistrement, les valorisations d'entreprise sont dans le viseur de l'administration fiscale. Bien évidemment, si on sous-valorise, d'un côté, il y a une perte de recettes en matière de plus-value, et de l'autre côté, en matière de droit d'enregistrement. Les contrôles sont assez faciles là-dessus. Donc, le pacte du treuil est bien évidemment impacté aussi sur les méthodes de valorisation. Ok. Très cool. Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose là, c'est que on fasse notre exemple concret. Belle boîte, valorisation 7 millions. Voilà, donc avec pas impact du trade. Comment on explique un petit peu ce tableau comparatif qui paraît assez miraculeux au final, hein, parce qu'on divise plus que par 10 en fait le coût de la transmission. Oui, le résultat est parlant en bas, en rouge. Exactement, il est très parlant, hein, on le voit sans conseil, avec conseil, en gros. Hein. Oui, C'est ça. Et en plus de ça, ne sont même pas intégrés la possibilité de donner ici en nue propriété, de façon démembrée. Donc, c'est-à-dire que oui. s'il y a une donation démembrée, les droits à payer seraient même inférieurs en fonction de l'âge de l'usufruitier. Ah oui, d'accord. Tout Donc on à peut fait. faire plus que On peut même faire davantage. Oui. 90% de remise, quoi. D'accord. Oui. C'est important. Ok. Est-ce que Clio, tu veux nous parler un petit peu justement du démembrement de propriété qu'on pourrait Oui. ajouter en fait sur une stratégie comme celle-ci? Oui, alors le démembrement de propriété aurait quand même pour but effectivement de minimiser l'assiette taxable. Ça pourrait permettre aussi à l'usufruitier d'ailleurs de conserver des revenus complémentaires. Ce que l'on verra. Bon, il faudra aménager les statuts, mais je suppose que n'étant pas là tout à l'heure, peut-être que Lucas en a déjà parlé de tout Tout à ça. fait. Voilà. Donc effectivement, le fait de donner la nue propriété, en permettant au donateur de se réserver l'usufruit, induira que la base taxable sera vue en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc, pour donner un même bien, avec une valorisation de 100 par exemple, si le donateur se situe entre 61 et 70 ans, par exemple, il se réservera un usufruit qui aura une valeur de 40%, ce qui fait que la valeur donnée représentera uniquement 60% et non 100%. Comprenez qu'au final, celui qui est nu propriétaire au décès de l'usufruitier retiendra le bien pour sa totalité, sans passer par la case impôt. Donc ici, vous aurez une imposition faite à la base au moment de la donation sur 60% au lieu de 100%. Donc on gagne vraiment aussi sur les droits que l'on pourrait reverser à l'administration fiscale pour au final arriver à la donation complète d'un bien. Voilà. Ok. C'est vrai que ça paraît quand même assez intéressant de rajouter ça. Puis au final, si on cumule l'ensemble, ça fait quand même beaucoup de conseils, comme disait Lucas à l'instant, beaucoup de conseils, beaucoup de valeurs et in fine beaucoup d'économies. Ok, c'est très clair. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose de particulier tous les deux là-dessus ou... Ouais. Alors j'ai peut-être un petit élargissement en plus
c'est sans revenir sur un point qu'on a traité, mais c'est juste qu'on a beaucoup parlé d'engagement individuel et d'engagement collectif de conservation. Donc le fait de conserver la propriété des parts, il ne faut pas oublier qu'il est tout à fait possible de réaliser des apports de titres à une société holding tout en conservant un pacte du treuil. Je m'explique, c'est-à-dire que s'il y a une société qui fait l'objet d'un pacte, le pacte a été rédigé, enregistré à la recette des impôts, et puis la vie professionnelle fait qu'on a d'autres projets et on souhaite créer une société holding, on peut tout à fait le faire. Et la société holding se substitue à celui qui prend l'engagement, il va prendre l'engagement à la place du réel propriétaire, et elle sera soumise également aux mêmes conditions du 787B. Donc, et ça, on peut le faire même sur plusieurs échelons. C'est-à-dire qu'on peut avoir une holding, par exemple, avec plusieurs associés, mais aussi au-dessus des holdings personnels. C'est permis depuis 2019. Donc, on va dire que la conclusion sur le pacte du treuil, c'est qu'il a quand même été largement assoupli en termes de conditions pour que ce soit plus facilement accessible aux transmissions des sociétés. Ok. Effectivement, c'était une précision importante quand même, parce que c'est un cas supplémentaire qu'on est susceptible de rencontrer, qui peut-être vous concerne directement. Ok. Ah si, on a une question là. Ah si, voilà. L'apport de titre n'est pas considéré comme une cession. Alors, pour répondre, tout à fait, c'est pas considéré. Alors, au départ, c'est considéré comme une cession, sauf si la société holding prend l'engagement de conservation à la place de celui qui a pris l'engagement initial. Ce qui permet d'une part de conserver le pacte du treuil et d'autre part, si on veut vraiment aller plus loin, de conserver les dispositions du 150 obétaire et le report d'imposition des plus-values, dans la mesure où c'est une opération d'apport. Très clair. Merci Lucas pour cette précision. On arrive plutôt à la fin de ce webinaire. Alors, je ne sais pas si vous avez un point à tous les deux que vous voulez ajouter. Clio, s'il te semble que entre les éléments qu'on a pu voir ou ceux qu'on avait préparés, il y a un sujet sur lequel il te semble qu'on est passé un peu rapidement. Alors, n'étant pas là les 30 premières minutes, je n'ose imaginer que vous n'ayez pas traité tout ça largement. Mais non, effectivement, ce que l'on peut voir au travers de toutes ces explications, c'est qu'il faut être quand même accompagné pour pas passer à côté, pour que les engagements soient correctement pris, peut-être pour l'anticipation aussi à tout ça, pour réduire peut-être un petit peu les délais aussi. Après la donation, elle est nécessaire pour la prise de l'engagement individuel et elle permet aussi peut-être d'organiser cette transmission en insérant des droits de retour conventionnels, des choses comme ça, ce qui permettrait quand même de garder ce caractère familial et de continuer à préserver quand même l'optimisation cherchée au départ. Voilà, après, tout est dans la rédaction, hein, voilà, et dans l'applicabilité. Mais effectivement, pour moi, ça reste un outil très, très intéressant. Et comme le disait Lucas en ouvrant tout à l'heure, voilà, on n'a pas les pieds, les mains liés. Après, les engagements peuvent être repris, voilà, dans le cadre d'autres opérations. Donc, c'est quand même un outil à utiliser, je pense, dont il ne faudrait pas se passer si on part, voilà, sur des ventes, des cessions d'entreprise, quoi, ou de cessions de parts, pardon. Ouais, c'est en fait, tout chef d'entreprise devrait mettre en place un pacte du treuil, en fait. Presque, oui. Tout chef d'entreprise bien conseillé. Voilà, c'est les enfants peuvent reprendre. Après, s'il veut vendre. Oui. Après, si on aime payer des impôts, voilà, on est habitué. Hein. Mais même s'il veut vendre, d'autres schémas seront possibles pour réduire la charge fiscale. Exactement, ça pourra peut-être même faire l'objet d'un prochain webinaire. Mais pour conclure, moi j'ai trouvé une citation, alors je ne sais pas qui elle est, mais je trouvais assez rigolo. Alors, comme exemple d'accompagnement, et en vrai sur la vision globale et le fait d'être accompagné et que en fait rien n'est figé, parce que beaucoup de choses sont susceptibles de changer, même en cours de route, entre guillemets, et l'essentiel, c'est que vous puissiez y voir clair. Cette citation, c'est pour mieux voir, on allume les phares, il procure de la route et des obstacles une vision assurément déformée et insuffisante. Pour autant, personne ne propose de les éteindre afin d'éviter les erreurs. Nous, on est là, que ce soit
que ce soit Lucas en tant qu'avocat, que ce soit Clio en tant que notaire, que ce soit nous en tant que CGP plutôt généraliste, etc. On est là effectivement pour vous accompagner et pour vous permettre de voir clair sur la route. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir avoir cette vision globale, de pouvoir voir clair par rapport à votre stratégie patrimoniale, en tout cas de prendre le temps nécessaire pour pouvoir être accompagné, on travaille beaucoup en interprofessionnalité. Il est extrêmement important que les pools d'experts qui vous entourent, en réalité, puissent échanger entre eux de votre activité. Et c'est pour ça que on développe beaucoup de partenariats avec d'autres professionnels du droit et du chiffre, justement pour apporter tout ce savoir à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans le cadre d'une stratégie. Alors là, évidemment, on a discuté des stratégies de transmission. Ça peut être, comme disait Lucas, des stratégies de cession, mais voilà, c'est extrêmement important de pouvoir être bien accompagné aujourd'hui dans le cadre d'une vision 360 de la gestion de votre patrimoine et de la transmission également. Voilà. C'est sûr. Sur l'interprofessionnalité, on a l'habitude de travailler ensemble, ou peut-être bonjour Philippe Mousseau et bonjour Patrimoine, une vision beaucoup plus globale, là où il a du coup des facilités à rediriger vers les bonnes personnes. Pour prendre l'exemple du pacte du travail, il peut nous rediriger sur l'éligibilité du pacte aux professionnels concernés, là où après, Clio en tant que notaire peut se permettre de rédiger les actes de donation avec prise des engagements. D'où l'interprofessionnalité peut se mesurer sur une seule opération telle que le pacte du travail. Oui. C'est important pour le meilleur conseil, je pense, d'être dirigé vers les bonnes personnes, parce qu'on a chacun nos compétences, c'est vrai. Ok. Très bien. Je vous remercie. D'avoir été présent jusqu'au bout de ce webinaire qui n'a pas manqué de rebondissements pour le coup. Excusez-moi encore. Non, ça fait partie du jeu. Merci à tous. Merci Clio d'avoir été présente après une course effrénée à la FNAC. Merci de ta participation. Merci Lucas aussi de ta participation et de ton engagement pour ce webinaire. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à nous contacter directement, soit par mail à contact@bonjourpatrimoine.fr ou directement sur notre site internet gestiondepatrimoine.com pour qu'on puisse commencer à regarder un petit peu ce qui serait susceptible de vous intéresser ou de vous rapprocher de vos contacts habituels, Lucas ou Clio. Mais on est effectivement là pour vous accompagner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter également. Et bien sûr, si c'est un sujet qui peut vous intéresser et que vous souhaitez qu'on commence à regarder dans quelle mesure il serait possible de mettre en place un pacte du trail dans votre situation, n'hésitez pas à nous contacter et à revenir vers nous directement. On a aussi quelques articles sur le pacte du trail sur notre site internet gestiondepatrimoine.com que je vous invite à visiter. Voilà. Je vous remercie. Merci à nouveau Clio et merci Avec Lucas d'avoir été présent. Merci à toi. Merci à tous. Aujourd'hui. Et en tout cas, bonne fin de journée et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.